Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours de préparation à la fête de Hanouka. Le but de ce soir, c'est de voir un maximum d'halachot dans le temps le plus court possible pour avoir un aperçu général de la fête. Cet aperçu est à approfondir bien évidemment, et de voir aussi quelques notions générales par rapport à la fête pour pouvoir vivre au mieux cette fête Be'ezrat Hashem. Euh, alors d'abord, en tant qu'introduction, on rappelle que notre étude elle est basée sur ce livre, Halacha Ve'Agada, de Rav David Shalom Naki, basé sur les enseignements de Rav Ovadia Yosef. La halakha dont on parle ici est commune pour les Sfaradim et les Ashkenazim, et quand ça diffère pour les Ashkenazim, alors on le précise, les Hachem, pour que chacun puisse se retrouver. Euh, Tout d'abord, très rapidement, une notion générale que j'entendais dans un cours du Rav Simon, du collège où j'étudie le matin, il a dit en fait quelques points qui sont hyper intéressants sur le fait de vivre une expérience rouhani. Une expérience rouhani, ça peut être Shabbat, ça peut être une fête, ça peut être n'importe quel événement. On peut soit le vivre, soit passer complètement à côté, c'est valable pour tout. Et donc, comme ça va être le cas aussi avec Hanouka. Alors, c'est intéressant de voir ces points-là. Il a noté en fait 8 points, on va juste les énumérer sans rentrer dans les détails maintenant, 8 points qui nous permettent de vivre à un niveau complètement différent les événements rouhani qu'on peut vivre, les événements spirituels qu'on peut vivre dans notre vie. Et donc ça change la vie. Premièrement, c'est d'étudier le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, c'est le Chafetz Chaim qui a commenté une partie du Shulchan Aruch. Et ça permet en fait un iyun, c'est au-delà de la halakha que nous, par exemple, on étudie ici, qui est de la halakha qui est tranchée directement et droite au but. Ça, c'est de la halakha. Même si on étudie que des petites parties, c'est en détail, ça donne des explications, ça a beaucoup plus de goût et ça permet de rentrer dans un sujet, dans une fête. Le deuxième point, c'est qu'il y a une itaskud rouhanit, ça veut dire qu'on doit rentrer en quelque sorte dans l'aventure et aussi faire rentrer les membres de sa famille dans cette aventure-là. Quand il y a une fête qui arrive, alors on sent à la maison, que ce soit le mari, la femme, les enfants, garçons ou filles, peu importe, tout le monde vit en fait le moment qui arrive et donc à fortiori le moment une fois qu'il est arrivé. Et ça donne une sensibilité à tout le monde et ça montre en quelque sorte que Erpatli, sous-entendu, ça m'importe ce moment qui arrive. Je sais pas simplement que je vais maintenant voilà, allumer des bougies pendant 8 jours, par exemple, pour Hanouka. Non, je veux savoir qu'est-ce que je fais, comment je m'organise en avance, etc. Et cette préparation-là, cette itaskud rouhanit, le fait de s'affairer à cette tâche-là, à cette préparation-là, c'est à la fois ilchatik au niveau de la halacha, on se prépare comment, où est-ce qu'on va mettre la chanoukia, où c'est qu'on va la positionner, comment on va faire le pirsoumanes, la diffusion du miracle, etc. Mais c'est aussi technique. Est-ce que j'ai acheté les bonnes choses? Je vais aller faire les courses, je vais prendre quelqu'un avec moi pour aller faire les courses, pour acheter les mèches de la chanoukia, l'huile d'olive. Encore une fois, c'est des exemples par rapport à Hanouka, mais c'est valable de manière générale. Troisième point, il y a une certaine fierté familiale en quelque sorte dans son foyer d'instaurer cette préparation à la fête. Parce qu'en fait, souvent on entend des choses, on dit chez nous, on a toujours fait comme ça, ou chez nous, on fait comme ça. Ce chez nous-là, eh ben, en fait, il a une certaine importance parce qu'en fait, le chez nous, ben, si nous, on veut que plus tard on dise ben, chez nous, on faisait comme ça, ou voilà comment ils font là-bas, eh ben, il faut que ça se passe d'une manière investie. Et donc ça, c'est en quelque sorte une fierté familiale. C'est le chef de famille qui doit instaurer cette fierté familiale en justement donnant de l'importance et de l'intérêt à chaque événement rouhani. Le quatrième point, c'est que on se prépare à la simcha. Simcha, ça se prépare pour pas vivre le moment stable, mais vraiment le vivre avec beaucoup de joie. C'est quelque chose qui se prépare. C'est un moment d'élévation. C'est un moment qu'on doit vivre comme quelque chose de positif. Cet événement rouhani. Le cinquième point, c'est que quand on fait une fête qui est en lien avec l'événement rouhani, par exemple, si on est en Hanouka, donc j'organise par exemple chez moi une fête de Hanouka, c'est moi qui décide de l'influence qu'elle a cette fête de Hanouka, quelle orientation elle a. Si je sais que je vais inviter telle et telle personne, admettons que toutes les personnes que j'ai invitées, c'est des fans de foot, je veux pas que ma soirée, ça se transforme en une soirée foot. Donc c'est moi qui vais donner en fait la tendance de ma soirée en préparant les invités, que ce soit avant, pendant l'événement, qui vivent l'événement en fait selon la manière que moi j'ai envie de leur faire vivre cet événement-là. Et c'est moi qui décide de ça et que ça se prépare en avance. Un sixième point, c'est les divrei Torah, de préparer en avance des paroles de Torah pour les différents jours de la fête, ne pas être à court de ça, mais préparer en avance. Et ça dote vraiment le mouvement. Le septième point, c'est que c'est toute la partie kiff, parce que la fête, n'importe quel événement rouhani, ça doit être aussi et peut-être même avant tout quelque chose de plaisant et donc quelque chose un kiff. Donc par exemple, la Hanouka, c'est les beignets, donc on se prépare quel jour on va faire les beignets, quel type de beignets,
etc. Qu'est-ce qu'on peut organiser comme repas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit sympathique? Parce que la Torah, elle est faite pour être vécue. Et le huitième point, pardon, c'est qu'il y a toujours un message rouhani, en fait, dans chaque fête ou dans chaque moment qu'on vit. Il y a toujours un message spécifique. Et des fois, ce message-là, il peut être répété du début à la fin de l'événement. Par exemple, le Rav qui a fait ce Dvar Torah, il disait que, par exemple, des fois, Shabbat, il peut avoir une idée en tête sur la paracha. Tout le Shabbat, il va avoir cette idée en tête. Soit pour lui, il va la garder pour lui, soit il va aussi la partager. Tout le Shabbat, il va tourner autour de cette idée-là qu'il a vue. Tout ça pour pas que ça soit toujours plat. Cette chitrioute-là, il faut l'éviter absolument, que ça soit de la routine, que ça soit du banal. Il faut vivre les choses. Et donc ça, c'est 8 points de manière générale qui peuvent nous permettre de vivre n'importe quel événement rouhani, spirituel, et de le transformer complètement. Donc, on répète très rapidement les 8 points. Étudier le Mishnah Berurah pour rentrer en profondeur dans une étude et vivre son moment, même si c'est partiel. La Hitaskud Rouhanit, s'affairer aux préparatifs de la fête, que ce soit technique ou halachique. Troisième point, la fierté familiale de son événement. Quatrième point, se préparer à la simcha de l'événement. Cinquième point, quand j'organise une fête liée à l'événement, c'est moi qui donne l'orientation. Sixième point, les divrei Torah. Septième point, l'aspect kiff de l'événement Rouhani. Et huitième point, le message Rouhani, le message spirituel de l'événement. Donc vous voyez qu'en fait, des fois on peut se dire, ok, comment je vais vivre mon événement? On sait qu'on doit tous vivre l'événement, se préparer, essayer de faire au mieux pour le vivre du mieux possible, etc. Mais on ne sait pas forcément qu'il y a tous ces points. Et là, on voit déjà 8 points assez précis qui nous permettent de vivre l'événement à un niveau beaucoup plus important. Et ça, c'est des choses qu'on peut tirer pour n'importe quel événement. Ça peut être même pour Shabbat, qui arrive là par exemple. N'importe quel événement dans la vie, événement rouhani qu'on veut vivre à un certain niveau, ça nécessite une implication. Et ça peut passer en l'occurrence par ces 8 points qu'on vient de voir maintenant, qui ont été rapportés par Rav Emmanuel Meir Simon au collège où j'ai étudié le matin. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet concernant Hanouka, Bezrat Hashem, il y a une histoire avec un chassid de Tzantz. Tzantz, c'est une chassidoute qui s'est rendue un jour chez le rabbi de Vijnitz. Et le rabbi de Vijnitz, il lui a dit à ce chassid de Tzantz, il lui a dit, raconte-moi quelque chose sur ton rébé de Tzantz. Alors il a commencé à lui raconter tout un tas d'histoires. Et il lui a dit, voilà, mon rébé de Tzantz, il fait comme ça, il a l'habitude de faire ça, il a l'habitude de faire ça. Et bon, tout ce qu'il il lui disait, bon, ok, c'est bien, mais c'est pas une grande histoire maintenant. Alors, et là, il lui a dit, ah, j'ai une histoire. Il lui a dit, ok, un jour, le rébé de Tzantz, il avait l'habitude, lui, à Hanouka particulièrement, il avait un attachement particulier à la fête de Hanouka, si bien qu'à Hanouka, l'allumage de sa Hanoukia, il restait après l'allumage, restait entre 3 et 4 heures devant la Hanoukia pour profiter des nérotes, pour prier, pour danser, pour être Bessimra, pour être content, se réjouir, etc. Il a dit, ah, c'est intéressant, ça c'est commencé à quelque chose de spécial. Alors l'élève, il lui a dit, mais c'est pas tout. Un jour, regardez ce qui s'est passé, écoutez ce qui s'est passé. Il a dit un jour il avait allumé comme ça, il était dans son enthousiasme en train de prier devant la Hanoukia, s'émerveiller, etc. Et son fils, un petit enfant, donc, au rebbe de Tzantz, il a vu tout ça, qu'il est son père, et il a tellement presque tremblé, quoi, que le gosse, il s'est évanoui. Il s'est évanoui, donc ils ont essayé de le relever, tac, 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 ils voyaient il y avait un problème. Vite, ils ont appelé un médecin, donc il y a plein de gens qui ont commencé à venir, il y a eu de la foule. Le médecin, il a pu soigner l'enfant, bon, bah, au Hachem. Et là, quelques instants passent, et au bout d'un certain temps, le rebbe de Tzantz, il revient à ses esprits en quelque sorte, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, c'est quoi tout ce monde ici autour? Alors il dit, mais Rebbe, tu n'as pas vu que ton fils, il s'est évanoui et on a appelé les secours et ils l'ont rétabli. Et en fait, non, il sortait de sa bulle, en quelque sorte, de sa sphère. Alors maintenant, nous, on n'est pas au niveau, on ne nous demande pas de faire ça, bien entendu, mais en tout cas, lui, il faisait ça, il avait ses raisons. Mais juste pour dire à quel point il était pris par cette mitzvah-là. Et on ne raconte pas maintenant une histoire, c'est pas un dessin animé, c'est une vraie histoire, c'est le vêtement de Tzantz. C'est une vraie histoire qui s'est passée. À tel point il était pris dans cette mitzvah-là et émerveillé de cette mitzvah-là qui restait entre 3 et 4 heures dans la Hanouki après qu'on allume. Alors que nous, déjà, au bout de 3 minutes, quand on a fini la tefila, on commence à se dire, bon, c'est bon, on peut y aller. Alors, ça, c'est une histoire qui montre un peu l'importance et la puissance de Hanouka. Une autre petite histoire très rapidement, c'est après on rentre dans le vif du sujet, mais c'est des histoires qui nous permettent, c'est très important, les histoires de tzadikim ou les histoires tout court avec des miracles, pour renforcer la Emouna et vivre mieux son moment. Il y a une histoire qui est rapportée dans le livre Drashot la Moadine de Rav Aaron Zakkai. Et il y avait une histoire là-bas où à l'époque où la Russie, elle faisait la conquête de la Roumanie, je ne sais pas c'était à quel moment exactement, il y avait un groupe de
de soldats qui étaient donc dans la partie Roumanie et dans l'armée roumaine, on va dire. Et ce juif-là, il y avait un juif là-bas dans cette équipe-là, dans cette armée-là. Et c'était un juif qui était tzaddik, qui avait une ira de Shamaïm, etc. Et donc un jour, ils étaient dans un village comme ça, et la nuit, elle est tombée. Et ce juif-là, il a demandé au chef du groupe armé, il a demandé qu'il puisse allumer la Hanoukia. Et il lui a dit, il en est hors de question, si tu allumes la Hanoukia, les Russes, ils vont nous trouver, et on est foutus. Alors lui, il a attendu que tout le monde dorme, ce soldat de l'armée roumaine, ou romanienne, je sais pas comment on dit. Et malgré tout, il a décidé de prendre 4 petites bougies comme ça et de les allumer. Il les a posées, il a allumé les bougies de Hanouka. Et, et après quelques instants seulement, là, il y a un policier russe qui arrive. Donc on a dit, la Russie, elle était en train de conquérir la Roumanie. Et donc là, ils ont tous réalisé, ils ont vu le policier russe, ils ont dit, ça y est, on est foutu. Et en plus, c'est à cause de ce juif qui a allumé les bougies et on s'est fait repérer à cause de ça. Et après quelques instants, le soldat russe, il s'arrête et il dit à ses camarades russes, il dit, servez-leur de la vodka, qu'ils puissent se réchauffer. Et, et il leur a rien fait. Et en plus, il leur a servi de la vodka. Et il leur a raconté, il leur a dit, vous savez, derrière moi, là, il y a toute mon équipe de soldats. On venait maintenant pour vous tuer tous. On vous a vu, on venait pour vous tuer. Mais il a dit, quand j'ai vu ces nérodes de Hanouka, je me suis rappelé qu'il y a 25 ans, mon père, il a allumé les nérodes de Hanouka. Donc son père, a priori, était juif à ce soldat russe. Et donc, tout de suite, j'ai été empli de rachamim, de miséricorde, et je peux rien vous faire. Alors, ça peut paraître une petite histoire banale. Bon, déjà, il y a un grand miracle dans cette histoire, mais au-delà de ça, on voit que même après 25 ans, un juif, il reste un juif, et un juif juste en voyant des nérodes de Hanouka, alors qu'il s'apprêtait à tuer toute cette équipe-là de soldats, tout ce groupe de soldats, il s'est arrêté et il les a pas tués parce qu'il a revécu 25 ans avant, il s'est remis dans l'esprit de Hanouka, cette chaleur-là de Hanouka, et ça, c'est la fête de Hanouka. On voit que la fête de Hanouka, elle a quelque chose de spécial. Chaque fête, elle a quelque chose de spécial, mais on voit que Hanouka, même des fois, des gens qui sont pas très religieux, ils ont été marqués par la fête de Hanouka, ou ils sont marqués par la fête de Hanouka. Ils sont attachés aux nérodes de Hanouka particulièrement, et des fois, ça ne saurait s'expliquer. Il n'y aurait pas vraiment de logique à ça, parce que des fois, c'est des gens qui sont un petit peu complètement aucun rapport, et pourtant, ils sont attachés aux nérodes de Hanouka et à la fête de Hanouka. Et donc, c'est une fête extraordinaire qu'on s'apprête à vivre maintenant. Et c'est une chance. Aussi, il faut savoir que le Harizal, il nous dit que chaque jour de Hanouka, il y a une doucha supplémentaire et particulière qui est ajoutée. Ça veut dire qu'on pourrait croire, et c'est ça aussi un des grands dangers de Hanouka, comme ça tombe en semaine, c'est des jours classiques. Alors on pourrait se dire, bon, ok, il y a Alanissim dans la Hamida, il y a le Hallel, il y a une lecture de la Torah, il y a l'allumage des Nérot, il y a Alanissim dans le Birkat. Mais bon, à part ça, c'est une journée Chol, c'est une journée classique, et lundi je vais travailler, mardi je vais travailler, mercredi je vais travailler. C'est une semaine normale. Et ben en fait, pas du tout. Ça, c'est le risque de passer à côté. C'est une semaine grandiose, c'est même plus qu'une semaine, c'est 8 jours. Et chaque jour, il est important. C'est même considéré un petit peu, en quelque sorte, comme un Yom Tov, même si c'est pas un Yom Tov à proprement parler. Mais les jours de Hanouka, c'est des jours particuliers. Voilà, le Harizal dit que chaque jour, il y a de la Kedusha qui s'ajoute en plus. Aussi, pour situer au niveau historique, et après, on va rentrer dans les halachot. L'histoire de Hanouka, on ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire maintenant, mais l'histoire de Hanouka, elle se passe à l'époque du deuxième Beth Amikdash. L'histoire de Purim, elle a lieu avant celle de Hanouka. Comme on fait Hanouka avant Purim, alors souvent, on pourrait croire que c'est d'abord Hanouka, mais en fait, non, il y a d'abord une histoire de Purim qui, elle, a eu lieu entre les deux Beth Amikdash. Et l'histoire de Hanouka, elle a lieu au cours du deuxième Beth Amikdash. Et d'ailleurs, la fin du miracle de Hanouka, le Beth Amikdash ne va pas être détruit. Il a en effet été souillé avec les Grecs qui sont venus, qui sont rentrés, qui ont souillé le Beth Amikdash. Après, ils ont retrouvé l'huile, toute l'histoire qu'on connaît. Mais après ça, ils sont repartis pour à peu près 200 ans. Et donc, le Beth Amikdash n'a pas été détruit suite à l'histoire de Hanouka. Il a encore perduré. Et ce n'est que plus tard qu'il a été détruit. On sait que les Grecs, ils ont aussi voulu interdire 3 mitzvot. Je ne sais pas si on peut ajouter une quatrième, qui est le Limud Torah, l'étude de la Torah, mais en tout cas 3 mitzvot principales qui sont la Brit Mila, Rosh Chodesh et Shabbat. Ces 3 mitzvot-là, j'avais un ami à moi qui s'appelle Dan Shemla, qui est un grand ami de Chacham Baruch Hashem, qui m'a fait remarquer que le point commun à ces 3 mitzvot-là, c'est que c'est des mitzvot qui sont liés au temps. Brit Mila, 8e jour, Shabbat, le Shabbat, et Rosh Chodesh, le début du mois. C'est lié au temps, ça a le point commun d'être lié au temps. Et ils ont attaqué particulièrement ces 3 mitzvot-là parce que quand c'est lié au temps, c'est lié au Seder. Et un juif, il a besoin de Seder, il a besoin d'ordre, il a besoin d'organisation dans sa vie, il a besoin de donner de la valeur à son temps. Et donc, ils ont voulu particulièrement attaquer ça parce que ça les dérangeait. Aussi, un point, c'est que à Hanouka, on a 2 miracles. Comme on le sait, on a le miracle
de la victoire, qu'à un moment, les Hashmonaïm, une petite poignée de Hashmonaïm ont décidé de se révolter contre les Grecs et finalement ils ont vaincu. Ça, c'était le miracle de la guerre qu'il y a eu, comme on a dit, comme on dit dans l'Anissim, que Meatim, Beyad Rabim, je ne sais plus comment on dit exactement, qu'il y a peu, tu as mis de nombreuses personnes dans la main de peu. Très peu ont été en guerre et ils ont gagné le grand nombre de Grecs et toute leur armée, etc. Ça, c'est le miracle de la guerre. Et il y a le miracle qui est le miracle de la fiole d'huile, qu'il fallait une fiole d'huile avec le seau, SCEAU. Et ils n'en ont pas trouvé. Après, ils en ont trouvé une. Et en fait, 8 jours, c'était le temps d'aller dans le territoire de Hacher. Hacher qui a été béni particulièrement pour son huile. Il fallait aller là-bas pour pouvoir faire de l'huile Hacher avec comme tout le processus, etc. Le temps de revenir et de refaire de l'huile. Et finalement, cette fiole a duré un jour, elle a duré 8 jours, l'histoire bien connue, etc. Si vous remarquez bien, on fête, nous, quoi comme miracle? On ne prend pas des arcs à flèches ou des épées pour fêter le miracle de la guerre. On fête la menorah, le miracle de la menorah, et on le fête avec la Hanoukia. Et donc, en fait, c'était surtout l'attaque spirituelle qui nous a dérangé. Le grand danger de Hanouka, c'était quelque chose de spirituel. Les Grecs, ils n'ont pas cherché à nous éteindre physiquement, contrairement par exemple à Purim, où Aman, il a voulu avec son décret tuer tout le monde. À Hanouka, c'était plus spirituel. Les Grecs n'avaient pas l'intention de tuer les Juifs, ils voulaient simplement, entre guillemets simplement, mais c'est encore plus grave, simplement les empêcher de faire certaines mitzvot, les déconnecter de leur Torah, tout le fait qu'ils étaient tellement carrés, respectueux de la Torah, attachés à des valeurs de Torah, de mitzvot, etc., ça les dérangeait au plus profond d'eux-mêmes. Et donc cette influence-là, elle est présente jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde qui viennent de la culture grecque. Euh, et donc, la culture du corps, de la beauté, etc. Et donc ça, c'est des choses qui ont une influence jusqu'à aujourd'hui, peut-être même encore plus aujourd'hui, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est des choses auxquelles il faut encore faire attention jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, ça c'est par rapport à quelques messages pour Hanouka. Après cette longue introduction, on va rentrer dans le sujet de la halakha. On va essayer d'aller assez rapidement. Je vais traduire directement pour qu'on puisse voir un petit peu globalement les points concernant Hanouka. Alors la raison, donc il faut savoir que le Rambam il dit que le mitzvah de Hanouka c'est quelque chose, mitzvah chaviva hi admeot, c'est une mitzvah très précieuse. Il faut être vigilant sur cette mitzvah-là. Et c'est un moment où on remercie Akadosh Baruch Hu sur tous ses miracles, ses prodiges, etc. Et Rabbi Yaakov Israël Kanevski, le père de Raphaël Kanevski, donc celui qu'on appelle le Stapler, Rabbi Yaakov Israël Kanevski, depuis Rosh Chodesh qui se lève, lui, il mettait déjà la Hanoukia sur le rebord pour se préparer et rentrer un petit peu dans l'ambiance de Hanouka. On sait que Minadine, ça serait suffisant d'allumer un seul nerf, une seule bougie, une seule nerf ou une seule fiole, mais on a l'habitude de faire la mitzvah Be'idour et d'ajouter chaque jour un nerf supplémentaire. Et on ajoute comme ça jusqu'au 8e jour. Chaque jour, la première bougie qu'on allume, qui est toujours du côté le plus à gauche de la Hanoukia. Donc en fait, quand on a une Hanoukia, on place les nérotes. Si ça c'est une Hanoukia, on place les nérotes de droite à gauche. Donc jour 1, jour 2, on en met 2, jour 3, on en met 3. Mais on va allumer toujours celle qui est la plus à gauche, c'est celle du jour. Et ça, c'est le nerf du Chiyuv. L'obligation, c'est ce nerf-là, on est obligé de l'allumer. Et après, il y a ce qu'on appelle le Nérot à Hidour, c'est toutes les autres nérotes. Donc si on est le 3e jour, par exemple, la bougie la plus à gauche, ou la fiole la plus à gauche, c'est ça le nerf à Chiyuv. Et toutes celles qui sont à droite, celles du jour 2, du jour 1, etc., c'est le nerf à Hidour de l'embellissement. On a aussi l'habitude d'allumer un nerf supplémentaire qui est ce qu'on appelle le Shamash. Très bien. Chez les Sfaradim, donc il y a une personne qui allume et qui acquitte directement toutes les autres personnes de la maison. Très bien. Il y a aussi un point, c'est qu'il n'y a pas d'obligation strictement que toutes les personnes de la maison se trouvent au moment de l'allumage sur place. Et si par exemple quelqu'un ne peut pas venir à l'heure pour l'allumage, etc., ils sont allumés par l'allumage qu'on fait pour eux à la maison, parce qu'on a quitté toute la maison. Maintenant, l'idéal, bien entendu, c'est de se rendre à la maison pour y assister. Les Ashkenazim, eux, ont l'habitude que chaque homme ou garçon de la famille, chaque membre de la famille masculin, allume sa propre Hanoukia avec la bracha, et c'est bien de les mettre à différents endroits pour diffuser encore plus le miracle de Hanouka. On a un principe de Zekeli Ve'anveu, c'est mon Dieu et je l'embellirai, qu'on dit tous les jours dans la Shira, dans la Shira, dans la Zachar Moshe. Et donc on apprend de là qu'on doit embellir les mitzvot, toutes les mitzvot. La souka, le loulav, le chauffard, les tzitzit, les tfilin, tout.
Et donc ça inclut aussi une Hanoukia. La Hanoukia, achète une Hanoukia en or, achète une Hanoukia en argent, achète une Hanoukia en plaqué argent. Et on parle d'une Hanoukia qui est belle. Maintenant, si c'est des petits trous en argent comme ça et qu'il y a une belle Hanoukia en verre, c'est sûr que c'est mieux une Hanoukia en verre. Mais à beauté équivalente, alors, c'est bien d'avoir une belle Hanoukia en argent. Tout celui qui, Kol hamarbel le'ader b'mitzvah ve'la'asota yefe yoter, ze meshubar, tout celui qui multiplie et qui embellit la mitzvah, alors il est digne de louange. Moi, j'ai acheté personnellement il y a 2 ans, bah, prochaine une Hanoukia en argent et elle va certainement durer toute la vie, Bezrat Hashem. Donc c'est un investissement et ça vaut le coup et on vit encore plus son moment comme ça. Euh, qui est obligé d'allumer la Hanoukia? Donc on sait que même un pauvre, il doit vendre ce qu'il a pour pouvoir allumer la Hanoukia, à tel point que c'est une obligation importante. On sait que les femmes, elles ont aussi l'obligation d'allumer la Hanoukia. Donc, une femme qui habite toute seule, elle va allumer la Hanoukia. Par contre, une femme qui est mariée ou une fille qui est célibataire qui habite chez ses parents, elle est acquittée par son mari ou son père directement. Il n'y aurait pas de problème par rapport à ça. Petite parenthèse, on sait que les femmes, normalement, elles sont quittes, exemptées des mitzvot qui dépendent du temps, comme les tzitzit, les tfilines, etc., qui dépendent du temps. Mais par contre, alors on a la question qu'on sait que ce principe-là, il s'applique pour les mitzvot de la Torah, mais aussi pour les mitzvot des Rabbanan. Et ça, c'est une mitzvah des Rabbanan, de Hanouka. Donc a priori, elle devrait être exemptée. La réponse, c'est en fait comme à Purim, elles font partie du miracle. Comme à Purim, elles ont fait partie du miracle. Et de plus, à Purim, le miracle a été initié par une femme, à savoir Esther Amalka. Alors là aussi, c'est pareil, elles ont fait partie du miracle. Et le miracle il a été aussi initié par Yehudit. Yehudit qui est parti, je crois que ça s'est passé pas mal de temps avant Hanouka, mais ça a déjà déclenché dans une certaine mesure le processus de miracle de Hanouka. Elle est partie donner à un chef armé ennemi, elle lui a donné à manger de laitage, c'est pour ça qu'on mange des laitages à Hanouka, pour qu'il ait soif. Ensuite, elle a donné du vin pour qu'il boive, et quand il était complètement fracassé avec le vin, elle lui a coupé la tête, elle est sortie avec la tête, et ça a énormément affaibli les ennemis. Donc le miracle a été initié par une femme, et en plus, elles ont fait partie du miracle du sauvetage, etc. C'est pour ça qu'elles ont l'obligation de Hanouka. Concernant les enfants, il ne faut pas donner à un enfant qui est moins de l'âge de bar mitzvah à allumer la Hanoukia. Pour éduquer l'enfant en termes de chinour, on peut habituer l'enfant qui est arrivé à un âge de chinour, 5 ans, 6 ans, etc., à allumer les nérotes à Idour. Pas le ner à Riouf, donc pas la bougie du jour, celle qui est la plus à gauche, mais les autres nérotes, on pourra lui donner à allumer. Maintenant, en dessous de ce Gil Chinour, en dessous de 5-6 ans, là, même les nérotes à Idour, même les autres nérotes, on ne peut pas lui donner. On peut lui donner par contre le shamash. Euh, on peut lui donner le shamash. euh, et le grand, il pourra lui tenir la main comme ça. Juste une seconde. On peut lui donner soit allumer le shamash, ou alors on peut lui donner à allumer le shamash. Et si le grand, l'adulte, il lui tient la main, il peut lui donner à allumer les autres nérotes. Ok. Euh, concernant le fait de si on est invité à Hanouka chez quelqu'un, on va pas rentrer maintenant dans tous ces détails parce qu'il y a beaucoup d'halachot. Mais en gros, le principe, c'est que si quelqu'un n'est pas spécialement makpid, précis sur le fait de la nourriture qu'on va lui donner, la boisson qu'on va lui donner, il doit tout payer au centime près. Si on inclut tout, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais surtout, un cas qui peut être intéressant, c'est par exemple si quelqu'un il est invité maintenant chez quelqu'un pour manger. Par exemple, vendredi soir, quelqu'un il est invité. Un couple il est invité à manger chez ses beaux-parents et ils reviennent dormir chez eux, le couple. Alors ils doivent allumer chez eux la Hanoukia avant Shabbat, parce que l'obligation d'allumer la Hanoukia, elle est fixée en fonction de l'endroit où on va dormir et pas de l'endroit où on va manger. Donc ça, c'était un petit point par rapport à ça. Concernant l'huile, une seconde. Donc le top de la mitzvah, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive, puisque ça fait une très belle flamme. Et également, le miracle qui a eu lieu dans le Beth Amikdash avec la menorah, c'était avec de l'huile d'olive. Et donc, on essaye de ressembler au maximum à la menorah du Beth Amikdash. C'est pour ça que c'est top de prendre de l'huile d'olive. Aussi, donc, le Hidur Mitzvah, donc de faire en sorte qu'on ait des belles nérotes, c'est-à-dire d'une belle huile, une belle mèche, des beaux verres, une belle chanoukia, etc. Eh bien, ça, c'est quelque chose de très important. Et par cela, on mérite, Zochim, les Banim, Talmidei Chachamim, on mérite des garçons Talmidei Chachamim
érudit en Torah parce qu'on a un grand principe qui ner mitzvah ve Torah or. C'est quoi ce principe-là? Ner mitzvah, c'est-à-dire que par le ner mitzvah, c'est soit les nerot de Hanouka, soit les nerot de Shabbat, c'est les deux en fait. Alors quand on est vigilant et attentif sur ce ner mitzvah, alors il y a vos or à Torah, qui ner mitzvah ve Torah or. Par le fait qu'on est vigilant dans ça, va venir la lumière de la Torah par des enfants, Talmidei Chachamim. Et donc c'est bien aussi, après qu'on ait allumé les nerot de Hanouka, de prier à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse avoir une longue vie, des bons enfants, toutes les tfilotes qu'on veut, etc. Parce qu'on a un grand principe aussi, c'est que Beshat Asiat Mitzvah, au moment où on fait la mitzvah, donc là on vient d'allumer la Hanoukia maintenant, à Tfila Nishma de Yoter, les tfilotes sont encore plus écoutés. Et on a aussi un principe que nous disent nos Chachamim, Kol haoskim be mitzvah, tous ceux qui savent faire à des mitzvot, au moment où on fait la mitzvah, Nachon pihem velibam les tfilas lifnei Hashem yitbarach. Leur bouche est en accord avec leur cœur. Sous-entendu, ils peuvent faire des bonnes tfilotes devant Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, c'est un moment propice où on fait une mitzvah. Bon, pas au prix de gâcher la mitzvah, il faut qu'on reste concentré dans la mitzvah, mais disons que le moment global d'une mitzvah, c'est un bon moment pour faire des tfilotes. Celui qui n'a pas d'huile d'olive, il peut utiliser d'autres huiles. Et celui qui n'a pas d'huile, il peut utiliser de la cire. Des fois, il y a de l'huile d'olive qui est ce qu'on appelle carouche, c'est un peu comme gélifié comme ça, et dès qu'on l'allume, elle devient liquide. Ça, il n'y a pas de problème, c'est considéré comme de l'huile d'olive. On ne peut pas utiliser une huile qui n'est pas consommable. C'est ce qu'on appelle une shemen maous, une huile un petit peu comme ça, répugnante, qu'on ne peut pas utiliser parce que c'est pas un kavod d'allumer avec une telle huile. Par contre, il y a une huile d'olive qui s'appelle shemen zeit lamaor, c'est une huile d'olive qui est destinée spécialement à l'allumage. C'est l'huile d'olive, mais qui est destinée à l'allumage. Ça, elle n'est pas considérée comme maous et il n'y a pas de problème d'allumer avec ce type d'huile. Mais par expérience personnelle, j'ai déjà acheté cette bouteille d'huile d'olive parce qu'elle coûtait 15 shekels au lieu de 30 shekels. Donc on se dit, bon, c'est de l'huile d'olive, c'est fait pour allumer, on va acheter ça, c'est bon. Mais en fait, ça n'a rien à voir en termes de beauté de la flamme avec une huile d'olive consommable. Donc il vaut mieux payer un tout petit peu plus et franchement, l'écart n'est pas important. Acheter une belle huile d'olive qu'on aurait mis dans notre salade. Il n'y a aucune obligation par rapport à ça, mais en tout cas, par expérience, ça fait une flamme qui est beaucoup plus jolie. Très bien. On ne peut pas allumer avec une flamme au gaz, on ne peut pas allumer avec de l'électricité, etc. Au niveau de la quantité d'huile, il faut faire attention qu'on mette assez d'huile pour que ça brûle au moins une demi-heure à partir de la tombée de la nuit. Maintenant, si on a allumé, donc pareil pour des bougies, si on allume avec des bougies, c'est pas le top, mais on peut quand même le faire. Il faut que ça dure bien 30 minutes. Il faut faire attention aux petites bougies en couleur là, qui sont des fois distribuées. Il dit ici que par expérience, des fois, surtout qu'elles sont collées les unes aux autres, donc l'une réchauffe l'autre et fait fondre l'autre, et ça dure pas 30 minutes. Donc il faut faire très attention à ça. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que au moment où on fait la adlaka ou sa mitzvah, c'est-à-dire qu'au moment où on fait la adlaka, il faut qu'il y ait tous les paramètres pour que ça puisse tenir. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai un petit peu d'huile, j'allume et après je vais venir ajouter de l'huile pour que ça dure 30 minutes. Il faut qu'au moment où j'allume, il y ait la bonne quantité d'huile, il y ait les bonnes conditions pour que ça puisse durer au minimum 30 minutes. Euh, c'est bien de prendre des mèches pour la Hanoukia en coton. Maintenant, si on voit que ces mèches-là, elles brûlent pas, et des fois ça dépend de la qualité de ces mèches, il vaut mieux prendre une petite mèche, un flotteur là, parce que ça va faire une flamme beaucoup plus belle. Donc l'idéal en fait, c'est d'avoir quelque chose de beau. Donc après, chacun voit ce qu'il peut avoir. C'est bien aussi d'allumer les mèches en avance et de les éteindre avec la main, pas en souffle dedans. On ne peut pas souffler sur une mèche parce que la bougie, elle représente la neshama. Et on ne peut pas souffler parce que le rouar, c'est un rouar chaïm, mais on ne peut pas éteindre avec. C'est valable aussi pour les anniversaires, pour tous ceux qui soufflent encore sur des bougies d'anniversaire. Je vous rassure, je l'ai su il n'y a pas très longtemps, donc il ne faut pas souffler sur une bougie. Donc c'est bien en tout cas de les allumer en avance et de les éteindre parce que des fois, il y a un peu de cire. Et en fait, l'idée, c'est que si on a déjà enlevé cette cire en allumant une fois, ça va prendre directement, rapidement, dès qu'on allume. Et en plus, ça prendra directement de l'huile d'olive. C'est pas obligé de faire ça, mais c'est mieux. Eh bien, concernant l'emplacement pour placer la Hanoukia, quelqu'un qui habite sur un appartement qui donne directement sur la rue, alors c'est bien qu'il mette la Hanoukia à l'entrée de la maison à partir de l'extérieur pour diffuser le miracle. On a ce Inyan de diffuser le miracle, la Hanouka. Si maintenant, euh, donc on mettra la Hanoukia quand il y a une mezouza, on mettra la Hanoukia à gauche pour qu'on ait la mezouza à droite, la Hanoukia à gauche, le titre sur soi, et comme ça on est en quelque sorte entouré de mitzvot. Si maintenant la maison elle donne pas directement sur la rue, mais qu'il y a une cour avant, alors on mettra la Hanoukia pas à l'entrée de la maison, mais à l'entrée de la cour, toujours pour que ça donne sur la rue, directement pour diffuser le miracle.
Euh, S'il y a un problème de vent, même si aujourd'hui ils vendent des boîtes spécialement faites, etc., s'il y a un quelconque problème de vent, en fait, on doit s'assurer au moment où on allume que toutes les conditions soient réunies au niveau de la quantité d'huile que j'ai mis, au niveau des bougies que j'ai mis, la quantité de cire, etc. Au niveau du vent, je dois faire tout en sorte que tout soit nickel pour que je puisse allumer et que ça puisse durer. Maintenant, si quelqu'un habite dans un immeuble, ce qui est le cas de la plupart des gens, alors l'ouverture de la maison, donc de l'appartement, ça donne sur le couloir, sur le palier, et donc il n'y a personne là-bas qui va voir le Hanouka, il n'y a pas de diffusion. Alors là, on va chercher plutôt à la mettre vers la fenêtre, parce que là-bas, il y aura des gens qui vont passer. Ou alors à l'entrée de la terrasse, il y a une terrasse, et ça, c'est préférable plutôt que de mettre dans la cage d'escalier ou autre, parce que on ne sait pas qui a allumé cette Hanoukia, et des fois, le pire Manès, la diffusion du miracle, elle va être beaucoup plus importante autour auprès de la fenêtre, parce que les gens vont passer, et comme on a dit avec l'histoire du soldat russe qui n'a pas tué le groupe de soldats roumaniens, simplement parce qu'il s'est rappelé 25 ans avant que son père allumait la Hanoukia et ça l'a arrêté. Donc Hanouka, ça a une influence énorme et c'est quelque chose qu'il faut considérer. Maintenant, jusqu'à quel étage on peut allumer comme ça devant la fenêtre? Alors on dit que c'est jusqu'à à peu près Esri Mama. Esri Mama, c'est 20 amot. Ça correspond à peu près 9,6 mètres, donc un peu moins de 10 mètres, parce qu'on estime que c'est jusqu'à cette hauteur-là que le regard d'une personne qui marche dans la rue va regarder. 4 étages. Après le quatrième étage, le regard ne porte plus. Et, et donc à ce moment-là, la personne, elle la mettra à côté de l'entrée de sa maison, à gauche, en face de la Hanoukia, comme on a dit. Par contre, si maintenant en face de l'immeuble, même si la personne elle habite par exemple au huitième étage, donc, ok, les gens en bas ils vont pas forcément voir, mais par contre en face il y a un autre immeuble qui vont pouvoir voir là. Alors là, on revient à la configuration fenêtre, puisqu'il y a des gens qui vont pouvoir profiter de cette Hanoukia là et de voir et diffuser le miracle, etc. Maintenant, tout ce qu'on a dit, il faut prendre aussi en considération qu'il y a le Pir Souvanès Irkouti. Là, jusque-là, on parlait plus de quantité, combien de gens vont voir, pas voir, mais il y a aussi une certaine qualité à avoir. Si quelqu'un maintenant il met dans un endroit où on va voir, mais que lui, maintenant, finalement, il va la mettre, par exemple, dans sa cour. Il a une cour qui donne sur la rue. Mais du coup, lui, la Hanouka, il ne la voit pas, elle n'est pas chez lui. Et s'il la met chez lui, alors ça réveille quelque chose chez lui, chez la personne, chez les membres de sa famille. Il va pouvoir encore mieux vivre Hanouka parce qu'il va voir la Hanouka, il va rester des minutes ou des heures devant. Il va prier, il va chanter, il va raconter les miracles aux membres de sa famille, il va vivre ce moment comme il faut. Alors là, peut-être que le pire Soumanès, il y a moins de gens qui vont voir la Hanouka, mais il y a une certaine qualité parce qu'il y a les membres de sa famille qui vont voir, parce qu'il y a lui qui va voir, etc. Et il ne faut pas passer à côté de cette qualité. Très bien. Et donc, même s'il la met à l'intérieur, c'est bien aussi qu'il la mette un peu à côté de la fenêtre, même s'il y a peut-être un peu moins de gens qui vont voir. Il va aussi gagner comme ça qu'il y a des gens qui vont la voir. Donc ça, c'est une balance à prendre en compte. Euh, Idéalement, la Hanoukia, concernant la hauteur, et on est à partir du sol, la hauteur où placer la Hanoukia, donc l'idéal, c'est entre 3 tfachim et 10 tfachim. Un tfar, c'est 8 cm. Donc, ça veut dire entre 24 cm et 80 cm du sol. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, au-delà de 10 farines, donc au-delà de 80 cm, là, on est quitte, il n'y a pas de problème, on peut la mettre au-dessus de 80 cm. Et particulièrement, si par exemple quelqu'un a une fenêtre et qu'elle démarre que à 80 cm ou à 90 cm, bien évidemment qu'il la mettra au-dessus. Par contre, en dessous de 24 cm du sol, ça, on ne peut pas la mettre. Également, on ne peut pas la mettre à plus de 9,6 mètres du plafond, du sol, pardon, ce qui correspond à 20 amotes. Mais bon, en général, personne n'a une hauteur sous plafond de 10 mètres. En tout cas, je vous le souhaite pour que vous puissiez appliquer un jour cette halakha. Je nous le souhaite. Mais voilà, donc entre 24 cm et 80 cm, en dessous de 24, c'est pas bon. Au-dessus de 80, c'est bon, surtout s'il y a une fenêtre et qu'il y a une raison de la mettre au-dessus de 80 cm, mais pas au-dessus de 9,6 mètres. Euh, Donc, même si maintenant ça y est, les 30 minutes elles sont passées, on a fait Hanouka, c'est bien celui qui peut rajouter de l'huile ou même de mettre de base beaucoup d'huile ou rajouter s'il veut après. Au bout d'une heure et demie, par exemple, je vois que l'huile elle va se terminer. On peut rajouter de l'huile, c'est une bonne chose. Et on gagne par cela le pirsou manès. Et ça, c'est une très grande chose de diffuser, que la Hanouka soit allumée le plus longtemps possible, etc. Concernant le moment pour l'allumage. Alors, l'allumage, les khatrila, il faut allumer immédiatement au début de la nuit. C'est ce qu'on appelle Set Akochavim. Et pas avant cela.
C'est ce qu'il écrit sur Shulchan Aruch. Il écrit qu'on doit allumer au moment de la nuit et pas avant et pas après. Il y a des Ashkenazim qui ont l'habitude d'allumer à la sortie de la nuit, donc sortie des étoiles au début de la nuit, comme dit le Shulchan Aruch. Il y en a qui ont l'habitude des Ashkenazim d'allumer plutôt dès la Shkia, dès le coucher du soleil. Maintenant, même les Ashkenazim qui allument dès le coucher du soleil, il faudra qu'ils s'efforcent d'avoir au moins 30 minutes d'allumage après la sortie des étoiles. Toujours 30 minutes, il faut que ça brûle au minimum 30 minutes après la sortie des étoiles. Celui qui doit sortir parce qu'il a un impératif, il doit partir tôt, il a quelque chose à faire impératif, encore une fois vraiment impératif, il pourra allumer dès le plag Mincha, qui est un horaire qui est un petit peu avant le coucher du soleil, ce qu'on appelle le plag Mincha, mais pareil, il faut faire attention que ça brûle 30 minutes après la sortie des étoiles. Mais bon, il faut éviter de rentrer dans tout ça. Jusqu'à quand on peut allumer maintenant? On peut allumer toute la nuit, tant qu'on n'est pas arrivé à l'aube, on peut allumer, mais bon, bien évidemment, vous avez compris que le plus tôt c'est le mieux, parce qu'il y a du passage, etc. Concernant le moment pour la prière de Harvit, donc toute l'année on peut prier Harvit, donc en fait quand on prie Harvit plus tôt, avant la tombée de la nuit, il y a deux options. Donc le Harvit classique c'est la sortie des étoiles, mais souvent on voit que dans les synagogues on prie Harvit avec la Shkia Tachama, c'est-à-dire qu'on va faire Mincha juste avant le coucher du soleil et Harvit juste après le coucher du soleil, enchaîné. Par exemple si c'est à 17h le coucher du soleil, on fait à moins 20 Mincha, 17h c'est le coucher du soleil, on enchaîne Harvit juste après. Ou alors avec au milieu comme référence Plag à Mincha, qui est un horaire un petit peu avant la Shkia, donc avec Mincha avant le Plag et Harvit juste après le Plag. Euh, donc on a un grand principe sur savoir quoi faire Harvit ou Hanouka en premier. On a un grand principe que Tadir Véchéeno Tadir, Tadir Kodem, quelque chose qui est fréquent, régulier, quelque chose qui n'est pas régulier, on fera d'abord ce qui est régulier. Et ensuite seulement la deuxième mitzvah. Donc finalement à Hanouka, on a deux mitzvot qui arrivent à nous pour la nuit, Harvit et la Hanoukia. Harvit c'est tous les soirs, Hanouka c'est 8 jours dans l'année. Donc on commence d'abord par Harvit. Euh, Maintenant, puisque d'après le Shulchan Aruch, il faut allumer la Hanoukia à la sortie des étoiles directement, alors qu'est-ce qu'on fait? On prie Harvit un petit peu plus tôt, surtout chez les Sfaradim, un peu avant la sortie des étoiles. Par exemple, si la sortie des étoiles c'est à 17h, alors on va faire Harvit juste après la Shkia, par exemple à 16h45. On fait Harvit de cette manière. Après, les gens ils partent directement chez eux rapidement après la Tfila, et comme ça, ils peuvent arriver pour la sortie des étoiles chez eux, ou juste au début de la sortie des étoiles, et allumer la Hanoukia directement. Maintenant, admettons qu'on reprend le même exemple. Donc, la Shkia, le coucher du soleil, c'est 17h45 par exemple. La sortie, donc ils font Harvit à la Sida à 17h46. La personne, elle arrive chez elle, il est 16h59. À 17h pile, c'est la sortie des étoiles. Qu'est-ce qu'elle fera maintenant? Elle refera schéma, parce qu'on doit faire schéma, parce qu'elle a fait schéma quand il faisait encore, c'était pas encore la nuit totale. Elle fait d'abord schéma, et ensuite on allume euh, la Hanoukia. Euh, Maintenant, quelqu'un qui arrive chez lui après la première demi-heure à partir de la sortie des étoiles et qui n'a pas encore prié Harvit, alors s'il est plus dans la première demi-heure maintenant de la sortie des étoiles, il a passé cette première demi-heure, alors d'abord il fera la tfila de Harvit et ensuite il fera et ensuite il allumera la Hanoukia. Très bien. En fait, on a trois niveaux de préférence pour l'allumage de la Hanoukia. C'est important de comprendre ça. Le top du top, c'est comme il dit le Shulchan Aruch, c'est à la sortie des étoiles, pile à la sortie des étoiles, 17h, tac, j'allume à 17h à 1 seconde. C'est l'idéal, c'est vraiment le top. Et il faut faire un travail sur ça. Et c'est accessible. Souvent, on traîne, mais alors qu'on pourrait le faire. Le deuxième niveau, c'est dans les 30 minutes suivant la sortie des étoiles. Donc, si c'est 17h, bah, c'est de 17h à 17h30. Et ça, c'est le deuxième niveau. Et après, bah, c'est après cette première demi-heure et on peut encore allumer toute la nuit. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, si quelqu'un, la sortie des étoiles, c'est à 17h. Quelqu'un, il arrive chez lui. Il est 17h24. Et maintenant, il se dit, bon, de toute manière, ça y est, la sortie des étoiles, c'est passé depuis 24 minutes. Et ben non, sache que tu es encore dans le deuxième niveau du top, c'est d'allumer à la sortie des étoiles, mais juste après, c'est d'allumer dans la première demi-heure. Donc, dépêche-toi d'allumer dans les 6 minutes pour allumer dans la première demi-heure. Si après, tu peux pas, c'est pas grave, tu allumes pendant qu'il fait encore nuit, tu as du temps. Mais Zrizi, Magdim et la misote, il faut s'empresser pour les misotes. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra préparer les mèches en avance pendant qu'il fait encore jour, idéalement. Comme ça, dès qu'on arrive, tout est prêt. Le Rav Simon de mon collège, il nous disait même que lui, il sort pas le matin de Hanouka, il sort pas au collège tant qu'il n'a pas mis en place la Hanoukia, le matin. Et c'est rare de faire ça, parce qu'au final, ça va pas prendre plus de temps de les faire le matin. Mais au moins, il rentre chez lui, il est en détente, il allume sa Hanoukia tranquillement, joyeusement.
et sans problème. Euh, donc il y a des Ashkénazim qui allument la Hanoukia, donc dès la Shkia, comme on a dit, dès le coucher du soleil, mais qui vont être vigilants de prière vite qu'à la sortie des étoiles. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a qui vont faire comme ça, ils vont allumer des Ashkénazim à partir de la Shkia du coucher du soleil. C'est seulement après qu'ils vont, euh, qu'ils vont prier Arvit. Très bien. Si maintenant ils ont traîné, ils se sont fait prendre par le temps, et que maintenant ça y est, la nuit est arrivée, c'est la sortie des étoiles, alors ils feront d'abord Arvit et ensuite ils allumeront. Très bien. Donc des fois il y a des sidas où ils font une petite étude entre Mincha et Arvit, donc des fois ils vont placer Mincha un petit peu plus tôt pendant les jours de Hanouka pour pas perdre ce petit quart d'heure ou 10 minutes d'étude qui est très important et qui est des fois est l'étude de la journée des personnes. Donc il y a des façons de s'organiser par rapport à ça. Celui qui se trouve pas à la maison, il sait qu'il sera pas toute la nuit à la maison, pour une quelconque raison. Il dira à sa femme en avance qu'elle avance les nérodes de Hanouka, s'entraîner, et il sera acquitté. Ou alors le grand, s'il est bar mitzvah, le fils, s'il est bar mitzvah, il pourra allumer. Euh, Si maintenant, chez les Ashkénazim, s'il se trouve dans un endroit où il peut allumer lui aussi, il allumera, mais sans bracha, parce qu'il est acquitté par chez lui. Celui aussi qui sait qu'il va arriver tard chez lui le soir. De manière à ce que les membres de sa famille seront déjà en train de dormir, alors c'est préférable qu'il dise à sa femme d'allumer à l'heure, à 7h à 17h par exemple, si lui il sait qu'il va rentrer à 21h, c'est mieux qu'il dise à ses femmes de faire. Maintenant, en général, on n'a pas trop envie qu'on allume sans nous, donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se presser et on va trouver les solutions pour pouvoir rentrer plus tôt. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'allumer le plus tôt possible, c'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Maintenant, il faut aussi prendre en compte les paramètres. Ça veut dire que, par exemple, une fois, il y a le Chafetz Chaim qui s'est rendu chez son Rav Nechumka Miorodanka, à Hanouka, et l'heure de d'Adlekat Nerot, elle est arrivée, c'était la nuit. Et il voit que son Rav, il faisait comme si la nuit, elle n'était pas arrivée. Il y a 2, 3 heures qui sont passées, et il a toujours pas compris, mais il a demandé à son Rav. Au final, il entend que la porte, on toque, c'est la femme du Rav qui arrive à la maison, et tout de suite, le Rav, il a commencé la bracha, il a allumé la Hanoukia. Donc en fait, il a allumé la Hanoukia tard, parce qu'il a su que ça allait faire un problème de Shalom Bayit et faire de la peine à sa femme s'il allait allumer sans elle. Donc il a pris ça en considération, même si la nuit elle était déjà arrivée. Et donc ça, encore une fois, c'est à mettre dans la balance. Et celui qui ne sait pas, il demandera à son rave. Et il ne faut pas trancher soi-même parce que des fois, on est un peu euh, pris de tel ou tel côté. Le moment qui est avant l'allumage, globalement la demi-heure avant l'allumage, on ne peut pas manger, on ne peut pas faire de travail, on ne peut pas se reposer dans la demi-heure avant l'allumage, de peur d'être pris dans ça et qu'on décale l'allumage après. Sauf pour la Torah, si on a le droit d'étudier dans la demi-heure avant l'allumage. Par contre, dès que l'heure de l'allumage y arrive, alors ça y est, on doit allumer. Cet interdit-là, là, de faire ce problème de faire des mélachot dans les 30 minutes avant l'allumage ne concerne que la personne qui va allumer. Tous les autres membres de la famille, eux, n'ont pas une quelconque restriction par rapport à ça. Concernant les femmes, une fois qu'on a allumé, on a l'habitude qu'elles ne fassent pas de mélachot, euh, repasser, coudre, tout ce que vous voulez, pendant cette demi-heure-là de l'allumage, pour bien méditer sur le miracle, prendre ce temps en famille, etc. C'est important. Une exception pourra être faite si c'est pour des préparatifs de nourriture, comme par exemple des beignets, etc. Alors ça pourrait être permis. Concernant l'ordre de l'allumage, avant d'allumer, on va faire 3 brachot. Donc il faut bien comprendre qu'en fait, on fait d'abord les 3 brachot, le premier soir, après on fera que 2 brachot. Et c'est seulement quand on a fini les brachot qu'on va allumer. Allumer, oui. La première bracha, c'est Baruch Hashem. Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemizotav vetzivanu. Donc Dieu qui nous a ordonné, qui nous a sanctifié par ses commandements. Vetzivanu qui nous a ordonné les adlik ner Chanukah, d'allumer le ner de Chanukah. Deuxième bracha, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayim ha'em bazeman hazeh, qui nous a fait des miracles à cette époque-là. Et troisième bracha, Shechianu vekiemanu vegianu la zeman hazeh. La bracha de Shechianu, on la fera que le premier soir, et après on fera que les 2 autres brachot. Si quelqu'un a oublié Shechianu le premier soir, alors le deuxième soir il fera Shechianu. Donc d'abord on fait les 3 brachot, ou les 2 brachot, et seulement ensuite on allume. Quelqu'un qui a acheté une nouvelle Hanoukia, bah déjà bravo.
Et il pourra penser à quitter cette Hanoukia lors de la bracha de Shechianu, pas de faire un autre Shechianu, mais au même Shechianu qu'on va faire pour la fête. On pense à quitter cette belle Hanoukia en argent que vous avez acheté en investissant votre argent dedans. Blague à part, ce genre d'investissement, c'est un peu les seuls investissements qui durent finalement et qu'on peut voir. Il y a tous les investissements qui sont mitzvot, Torah, etc. Mais ça, on les voit pas matériellement, même s'ils sont là, ils sont énormes. Mais dans tout ce qui est matériel, vous pouvez remarquer qu'on peut acheter la meilleure voiture ou le meilleur téléphone. Alors ça y est, dès qu'on l'a acheté, bon bah on s'est calmé. Et 6 mois après, alors là on a complètement oublié, on cherche le prochain, etc. Alors que si on achète un bel objet de mitzvah, il reste. Quelqu'un qui achète des beaux tefilines, bah, ça va rester peut-être toute sa vie. Des beaux boîtiers de tefilines, une belle Megillah, une Megillah. On l'achète une fois, on n'achète pas deux fois. Donc ça vaut le coup de réfléchir à faire ce genre d'investissement. Parce que c'est des vrais investissements. Euh, Donc on a dit on place les nérodes de droite à gauche et on allume de gauche à droite. Quand on allume, il faut pas retirer la flamme jusqu'à que la flamme elle ait vraiment pris d'elle-même. Et c'est seulement après qu'on peut retirer. C'est pas j'approche la flamme et je pars et je pars et je pars. J'approche, il y a un moment où la flamme c'est bon, on voit qu'elle part. On sait aussi que Istaklout Benerot, Tov Venachon, c'est bien de regarder les nérotes pendant la première demi-heure. Cette première demi-heure-là est très importante au niveau de la halacha, mais aussi au niveau de la hanaga, le comportement qu'on doit avoir pendant ce moment-là. Même si on a dit qu'on peut rajouter après de l'huile, faire durer le pire souvanès. Mais essayons déjà de rester pendant ces 30 minutes, sincèrement. Parce que si on réfléchit bien, ces 30 minutes-là, sur les 8 jours de Hanouka, ça fait 4 heures. C'est rien du tout, 4 heures. Ça fait même un peu moins parce qu'il y a Shabbat. On va peut-être pas pouvoir rester 30 minutes et rêve Shabbat la veille de Shabbat. Mais disons 4 heures, c'est rien du tout. 3h30, 4 heures sur l'ensemble de la fête, c'est une fois par an. 30 minutes par soir, ça passe tellement vite. Le temps qu'on fasse déjà les brachot et les chants, c'est déjà 5-6 minutes. Ça vaut le coup de s'asseoir et de couper son téléphone, de ne pas le mettre à côté parce qu'il y aura forcément des appels ou des notifications, c'est comme ça. Et de s'asseoir et de chanter, juste, même si on ne chante pas, de regarder les nérotes, de faire des tfilotes. On a dit que c'est très important que les tfilotes, elles soient écoutées à ce moment-là. Les tfilotes, elles montent directement. On a vu que le Admour de Tzanz ou de Vijnitz, de Tzanz, il restait entre 3 et 4 heures devant la Hadoukia. Alors on peut rester 30 minutes, ça vaut le coup et ça vaut le coup pour nous avant tout. On prie, on parle avec les joueurs. On sait aussi que le fait de regarder les nérotes, ça nous permet de méditer sur le miracle et on sait aussi que ça va venir purifier les yeux, tout ce qu'on a pu regarder, etc. On va bientôt rentrer dans Shemot avec les Shovavim, réparation de tout ce qui est faute de Brit Mila, regard, etc. On sait maintenant que ça vient purifier le regard, les yeux, et ça vient sanctifier les yeux. Donc tout ça, il faut prendre conscience de ça, mais ça, c'est des choses que si on ne se prépare pas, c'est sûr qu'on ne sera pas 30 minutes devant la Hanoukia. Si on n'a pas fixé de manière fixe et déterminée qu'on reste 30 minutes cette année devant la Hanoukia, ça n'arrivera pas, et donc il faut faire un effort par rapport à ça. Pour nous, avant tout, on en sera les grands gagnants. Euh, Pour les nérotes, si elles ont brûlé à chaque fois 30 minutes, il n'y a pas de problème après de jeter les mèches, etc. Derrière Kavod, il faut essayer de les emballer, etc. Mais il y en a qui, dans tous les cas, gardent ces mèches-là et qui vont après les brûler avec le Hametz à Pessah, un peu comme un peu comme le loulav, pour en faire en fait une utilisation d'une année, euh, d'une année à l'autre. Euh, une seconde. On va essayer d'accélérer hein, pour terminer. Euh, Si pendant l'allumage, le shamash s'éteint, on ne pourra pas le rallumer des dérotes de Hanouka qu'on a déjà allumées. C'est pas un kavod. Donc on allumera à partir d'un briquet notre shamash. Si euh, après que les nérotes aient brûlé 30 minutes, ça y est, on a rempli notre obligation. On pourrait même, si on doit sortir par exemple, on pourrait les éteindre, sans souffler encore une fois, mais en faisant du vent. La vraie obligation, c'est pendant les 30 minutes, mais encore une fois, plus ça dure, mieux c'est pour le pire soumanès, etc. Euh, Si après qu'on ait allumé les nérotes, elles se sont éteintes sans faire exprès, parce qu'il y a eu un coup de vent, etc., on n'a pas besoin de revenir maintenant les allumer.
Par contre, c'est bien quand même de les rallumer. Et encore une fois, si on les rallume, on ne les rallume pas des nérodes qui sont à côté. On allumera du briquet ou du shamash. Tout ce qu'on dit qu'on n'a pas l'obligation de les rallumer, c'est à condition qu'on a mis la Hanoukia dans un endroit où toutes les conditions étaient faites pour que ça ne s'éteigne pas. Si on a mis la Hanoukia dans un endroit où il y avait du vent, au moment où on a allumé, alors ça c'est un problème. Euh, Si elles se sont éteintes et qu'on n'avait pas mis dans un endroit fait en sorte que ça puisse tenir, par exemple, il y avait du vent et moi j'ai malgré tout arrivé là-bas, alors c'est comme si j'avais pas mis assez d'huile, par exemple, et donc je suis obligé d'allumer à nouveau les nérodes dans un endroit où le vent ne souffle pas. Par contre, je ne referai pas la bracha, mais je l'aurai l'obligation de rallumer. Si j'ai pas mis toutes les conditions nécessaires initialement pour que ça dure et que ça s'est éteint, c'est de ma faute, j'ai l'obligation de rallumer sans bracha. Si j'avais mis toutes les conditions nécessaires, c'est pas de ma faute, ça s'est éteint, j'ai pas l'obligation de rallumer, mais c'est quand même bien de rallumer. Dans tous les cas où on ne rallumera pas directement en prenant une des nérodes de Hanouka, mais avec une flamme extérieure. Euh, Concernant la veille de Shabbat de Hanouka, donc il y en a qui vont prier des fois Mincha plus tôt pour pouvoir avoir fait Mincha et ensuite allumer la Hanoukia. Il faut faire attention au Shabbat qu'on mette assez d'huile pour que ça dure 30 minutes, non pas à partir de l'entrée du Shabbat, mais toujours à partir de la sortie des étoiles, c'est très important. Donc Shabbat, il faut vraiment que ça dure pas mal. Euh, Si on a prié Mincha plus tôt, alors on allumera les nérodes de Hanouka à peu près un quart d'heure avant le coucher du soleil. Par contre, si on n'a pas prié Mincha encore et qu'on doit aller après prier Mincha à la Sina, veille de Shabbat de Hanouka, alors d'abord on allumera les nérodes et on a dit que le minimum pour allumer c'est le plag à Mincha. Donc c'est un horaire qui est avant la Shkia à vérifier dans les calendriers. Et ensuite on ira faire Mincha. La veille de Shabbat, on allume d'abord la Hanoukia, ensuite les nérodes de Shabbat, même si chez les Sfaradim, quand on allume les nérodes de Shabbat, ça ne fait pas forcément rentrer Shabbat, donc il n'y aurait pas de problème, mais on ne va pas rentrer dans tout ça maintenant. On allume d'abord les nérodes de Hanouka et ensuite les nérodes de Shabbat. Euh, et quand Shabbat va sortir, alors on fera d'abord la Havdalah et ensuite on allumera les nérodes de Shabbat. Ça, c'est valable à la maison. Très bien. Une seconde. Donc à la maison, d'abord les nérodes de Hanouka, ensuite les nérodes de Shabbat, et à la sortie de Shabbat, d'abord la Havdalah et ensuite les nérodes de Hanouka. Concernant le fait de bouger la Hanoukia pendant Shabbat, une fois qu'elle est éteinte, bien entendu, sinon ça va attiser le feu, on n'a pas le droit de bouger la Hanoukia après qu'elle se soit éteinte, pour pouvoir la rentrer ou la déplacer, etc. Par contre, si on sait qu'on va avoir besoin pendant Shabbat de la déplacer, si elle est sur notre table par exemple et on doit la déplacer le lendemain, on peut faire un tnaï, une condition qu'on fait depuis la veille de Shabbat, et on va dire que j'ai maintenant pour intention qu'une fois que les nérodes vont s'éteindre, j'aurai le droit de déplacer cette Hanoukia. Dès qu'on a fait ce tnaï, cette condition-là, alors on pourra la déplacer une fois que ça se sera éteint, il n'y a pas de problème. Les Ashkenazim, eux, cette condition marchera, mais seulement à condition qu'ils ont absolument besoin de l'endroit. Il faudrait qu'ils aient besoin de l'endroit. Très bien. Euh, donc à la sortie de Shabbat, d'abord on fait l'Avdallah et ensuite on fait d'abord sortie de Shabbat et ensuite on allume la Hanoukia. Par contre à la Sina, on allume d'abord la Hanoukia et c'est seulement après qu'on fait la Havdalah. Il y a différentes raisons à ça. Une des raisons c'est le Pir Soumanès pour que si des gens vont partir maintenant qui vont pas faire la Havdalah à la Sina, pour qu'il y ait eu un Pir Soumanès, une diffusion du miracle à la Sina également et donc à la Sina ce sera exceptionnel, on inversera et on commencera d'abord par la Hanoukia, alors qu'à la maison, on va d'abord faire la Havdalah, et ensuite seulement, on va faire la Havdalah. Et ensuite seulement, on va faire la Hanoukia, pardon. Euh, on pourra allumer à la Sina parce qu'on aura dit Baruch Hamav Ben Kodesh Lechol, ou alors Atachonan Tanu dans la Hamida de Harvit, qui fait aussi office de Hamav Ben Kodesh Lechol pour pouvoir faire des Melachot. Et donc, il n'y a pas de problème, même si on n'a pas encore fait la Havdalah, d'allumer d'abord la Hanoukia à la synagogue et seulement ensuite de faire la Havdalah. Mais à la maison, il n'y a pas cette question, puisqu'on fait d'abord la Havdalah et ensuite la Hanoukia. C'est bien d'allumer à la Hanoukia pour différentes raisons, de Pierre Soumanès et encore d'autres raisons. On va pas entrer maintenant dans tous les détails pour essayer de finir.
En général, à la Sina, on va allumer la Hanoukia entre Mincha et Arvit. Jamais avant le plag à Mincha, bien entendu, il faudra toujours qu'il y ait le plag qui soit arrivé, mais en tout cas, on va allumer entre Mincha et Arvit. Très bien. On n'allume pas après Arvit à la Sina pour pas perdre l'objectif, toujours le Pirsou Manès. Parce que si on allume après Arvit, les gens vont partir, ils vont pas voir la Hanoukia. Donc on fait entre Mincha et Arvit la Hanoukia. Comme ça, les gens profitent un peu de la Hanoukia et ensuite seulement Arvit. Là, on parle en général dans les soirs de la semaine à la synagogue. Très bien. Quand on allume à la synagogue, on n'est pas acquitté de notre obligation d'allumer à la maison, parce qu'il y a marqué Ner, Ish ou Beto, donc en fonction de notre maison, de là où on va dormir, etc. C'est là-bas qu'on devra allumer. Toutes les Hanoukiot qui sont électroniques, électriques, etc., bien entendu, on ne fera pas de bracha dessus. Euh, L'huile de la Hanoukia, si ça s'est éteint dans la première demi-heure, alors le lendemain, donc on a dit que si on avait mis toutes les conditions, on n'a pas d'obligation de rallumer, mais c'est quand même bien de rallumer. Maintenant, si ça s'est éteint la première demi-heure, le lendemain, j'ai le droit de venir et de compléter pour réutiliser cette huile. Maintenant, ça, je peux le faire tous les soirs, mais le dernier soir, je ne pourrais pas faire ça parce que c'est fini, je ne vais plus allumer à nouveau. Et si ça s'est éteint dans la première demi-heure, je ne pourrais pas utiliser cette huile et donc je devrais la brûler parce qu'elle est en quelque sorte mouktée, en quelque sorte, parce qu'elle a été réservée pour ça. Par contre, si les nérodes de Hanouka se sont éteints après la première demi-heure, là, il n'y a plus aucune obligation et on pourra utiliser cette huile sans aucun problème. Bien évidemment, l'huile qui va rester à la fin de Hanouka dans la bouteille d'huile, ben ça, il n'y a aucun problème de la consommer. Et concernant le reste des mèches, il y en a qui disent que c'est mouktsé, ça a une certaine kedusha. Alors, il y en a qui ont l'habitude, comme on a dit, de les garder pour les brûler à Pessah avec le chametz. Concernant quelques minagim de Hanouka pour terminer, on a la mitzvah de multiplier les séoudot à Hanouka, donc des repas, etc. Des séoudas de Gdusha, où on va faire des chants, de la simcha, à manger, etc. Il y en a même ici, je crois que c'est une séouda de mitzvah, à chaque fois qu'on fait une séouda, et que ça soit fait dans la Hirat Shamaïm, etc. À Shabbat Hanouka, bah là c'est et Hanouka et Shabbat, donc on multipliera encore plus, c'est Rabbi Yosef Raïm, le Banishraï qui nous dit ça, on multipliera encore plus la nourriture, donc c'est le Shabbat de Hanouka. On a l'habitude de manger des mechalavi et aussi du fromage, c'est en rapport avec l'histoire de Yehudit dont on a parlé tout à l'heure, qui a donné du fromage à l'ennemi. On a également l'habitude de faire des beignets, et le père du Rambam, Rabbeinu Maimon, il insiste beaucoup sur ça, il dit que c'est une bonne chose, qu'il faut s'attacher à ces minagim, c'est pas des choses, c'est un pour rigoler de manger un beignet, c'est des choses vraiment qui ont une importance. Au passage, on ne fait pas de afrachat challah sur une pâte pour les beignets. Quand on fait des chalotes, à partir de certaines quantités, on fait afrachat challah, le prélèvement de la challah, mais là, c'est une pâte qui est destinée à être frite, alors on ne fera pas de afrachat challah. Également, on sait que d'habitude, on peut être Kovea Seouda, fixer une Seouda quand on est à partir de 216 grammes de mésonotes, de gâteaux, etc. On fera directement à moitié Birkat Amazon. Mais pour des beignets, comme c'est quelque chose qui est frit, alors on ne pourra pas, on fixera jamais une Seouda sur quelque chose de frit, comme un fricassé par exemple, ou comme un beignet. Par contre, faire attention parce que des fois, il y a des beignets aujourd'hui qui sont faits au four et qui sont pas du tout frits. Alors ça, il faut faire attention parce que ça, c'est vraiment comme du pain. Et on ne pourra pas faire maisonnade d'ailleurs, si ce n'est qu'on sent le goût sucré. Donc il faut faire attention à ça. On a le droit de réchauffer un beignet Shabbat sur la plata, enfin sur un mélange parvé, bassari, etc., halavi. Mais en tout cas, on a le droit de réchauffer sur la plata un beignet, même si la crème qui est dedans, elle va fondre. Euh, Très bien. On a l'habitude donc de dire à Nissim dans toutes les tfilotes de Hanouka. On remercie là-bas que je vous sur tous les miracles qu'il a fait pour nous. C'est un très beau texte, il faut le lire en français, il faut voir la traduction une fois, c'est intéressant. Et donc on commencera ça dès le premier soir de Hanouka à Arvit. Si quelqu'un s'est trompé dans Alanissim, c'est très simple, il y a deux possibilités. Si quelqu'un a oublié de dire Alanissim, il y a deux possibilités. Soit la personne, elle s'en rappelle après avoir dit Baruch Ata, elle n'a pas encore dit Hachem de la bracha qui est juste après, non. C'est Baruch Ata, Hachem, Atov, Shimcha, Olchad, Elohad. Donc la personne, elle a dit juste Baruch Ata, mais elle n'a pas encore dit la suite avec le nom de Dieu. Alors elle reprend et elle dit Modim Anachnulach, Alanissim, etc. Maintenant, si la personne, elle a déjà dit Baruch Ata Hachem, elle a déjà dit Hachem, puisqu'il a mentionné le nom de Dieu, ça y est, il termine la Hamida. Et à la fin de la Hamida, juste avant Osé Shalom, ça sera bien de dire Modim Anachnulach, Alanissim, etc., etc., avec tout le passage de Alanissim, et après de dire Osé Shalom.
concernant le Birkat Amazon, pareil, on dit Alanissim dans le Birkat Amazon. Si on a oublié de dire Alanissim dans le Birkat Amazon, pareil, il y a deux options. Si la personne elle s'en rappelle juste après avoir dit Baruch Ata, la bracha qui est juste après, c'est Baruch Ata Hashem ala Rezel Amazon. La personne a juste dit Baruch Ata, mais elle n'a pas encore dit Hashem. Alors elle revient et elle dit Alanissim. Si par contre la personne elle a dit Baruch Ata Hashem, elle a déjà dit le nom de Hashem de la bracha juste après, alors il continuera le Birkat Amazon. Et c'est bien de rajouter à la fin un Rachaman supplémentaire, un Rachaman où il y a assez Imanu Nissim Veniflaot, Kemo Shahasal Avotenu Baim Baim Azamanazé, Baim Matitia Ben Yochanan, etc. avec le texte de Alanissim. Et ensuite il finira sur Birkat Amazon. Bon, l'idéal c'est quand même de pas oublier de rajouter ça, c'est très important. On a l'habitude aussi de dire le Alanissim, le Hallel, pardon. Et vraiment, on termine, désolé pour la longueur, mais parce qu'on a fait une introduction assez longue, sans m'en rendre compte. Le Hallel, on a l'habitude donc de dire le Hallel pendant les 8 jours de Hanouka, puisque à chaque fois le miracle s'est amplifié, puisque ça devait durer un jour, et après ça a duré waouh, deux, et en fait 3 et 4. Et on a dit que la Rizal, elle a dit qu'il y a une doucha qui se rajoute chaque jour de Hanouka. Et donc, on ne saute pas les passages du Hallel, c'est pas le demi-Hallel, mais c'est le Hallel complet, et donc c'est très important. Et donc, on le fait avec bracha, et donc chacun doit dire la bracha. Et aussi la bracha au début du Hallel, Asher Kideshim Yotav Tzivanu, Ligmor et Hallel, et aussi la bracha à la fin de Yalelucha, Yaleluka. Et donc, même si c'est une tfila qui peut sembler simple, non, c'est la tfila avec le Hallel. Le Hallel, c'est des passages qui sont magnifiques. Le Hallel se dira debout, il faut le dire en chantant, en étant joyeux, pris par cette tfila-là. D'ailleurs, c'est bien de lire des passages de la traduction pour comprendre un petit peu ce qu'on raconte. C'est très émouvant et ça porte énormément. Et Rabbi Chaim Faladji dit qu'on doit lire le Hallel en étant Bessimcha, joyeusement, de manière posée. Et il ne faut pas le dire en courant, en sautant des mots, des passages, en le disant rapidement, etc. C'est une grande méthode de faire on grandit le nom d'Akadosh Baruch Hu, on remercie Akadosh Baruch Hu, etc. On n'a pas le droit, quand on dit le Hallel complet, de s'interrompre. On fait la bracha au début, on fait la bracha à la fin. Et donc, même si ça semble sympathique, on chante, on ne peut pas dire à son ami, ouais, t'as vu ça ou quoi? En fait, on ne peut pas faire d'interruption dans tout le Hallel du début à la fin. Il y a quelques passages qu'on rajoute particulièrement dans la tfila pour, euh, pour Hanouka. Il y a une Kriyat Torah tous les jours pendant Hanouka. Zot Hanouka, c'est le 8e jour de Hanouka. On en reparlera bien dans un petit audio, mais c'est un très très grand jour. On dit que ce que les tzadikim ils peuvent obtenir le jour de Rosh Hashanah et Kippour par l'autre filote, eh bien tout un chacun peut les obtenir pendant le jour de Zot Hanouka, qui est le 8e jour de Hanouka, l'apogée de Hanouka. Et c'est un très très grand jour. Il y a beaucoup de ces goulottes, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler, Bezrat Hashem. Et donc voilà, qu'on puisse vivre au maximum et au plus haut niveau sur Hanouka de la meilleure manière possible, Bezrat Hashem. Chazak à tous, Hanouka Sameach, il y aura un petit audio certainement avant la fête sur Hanouka. Et donc préparons-nous sur ces derniers jours qui nous restent pour vivre le meilleur Hanouka possible avec des divrei Torah, du chizouk, acheter des beaux éléments pour Hanouka. J'ai trouvé une jolie toupie comme ça par exemple. Elle n'est pas en argent, hein, calmez-vous, c'est enfer. Mais en tout cas, voilà, qu'on puisse vivre cette fête de la meilleure manière possible, Bezrat Hashem. Chazak à tous et à la semaine prochaine.